Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec Mansour Barnaoui. Bonjour Mansour, ça fait très très plaisir parce que c'est la combien, quatrième fois, même, allez, troisième. Ouais, je sais même plus combien. Là, en tout cas, ça y est, tu as remporté donc le tournoi du Road FC, le titre du Road FC, le $1 million du Road FC. Et c'est quand le prochain rendez-vous au Road FC ou ailleurs finalement? Là, on m'a annoncé un combat pour février. Fin février, pour sortir en jeu. Puis après ça, on va essayer de voir. Mon coach est chaud pour sa stratégie, c'est de partir à l'UFC. Évidemment. Ouais. Là, il faut tout arracher à l'UFC. Et voilà. Après, on verra toujours les meilleures propositions. Et donc tu dis que c'est pour février, mais moi j'ai pas vu spécialement la nouvelle. Même toi, t'as pas forcément communiqué autour de ce retour au Road FC. Donc est-ce que c'est officiel ou toi? Non, c'est pas officiel. D'accord. C'est ce qu'ils ont dit. À la base, ils ont dit janvier-février. D'accord. Je pense plutôt vers février. Et voilà. Mais c'est pas officiel. Et pour toi, il y a qui spécialement au Road FC? Parce qu'on a nettoyé la catégorie. On l'avait déjà dit. C'était plus la demi-finale pour toi qui était un vrai gros défi sportif. Chamil que j'ai affronté, qui a récemment remporté le combat contre Sol. Je pense qu'ils vont me le remettre. Il faudrait que je l'affronte. Et toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait ou au contraire, comme tu as dit, tu vois, faut tout arracher à l'UFC. L'UFC arrive en France en octobre-novembre 2020. Donc c'est vrai que pour toi, même on va dire sportivement, pour te motiver, ça peut être un petit peu compliqué, non? Non. Moi, on met un mec devant moi, j'y vais, c'est mon coach après qui gère. Ok. Moi, si ça me dérange ou pas, je fais la stratégie, quoi. Enfin, moi, la stratégie, c'est combattre. Donc il y aura ce combat-là en février, ensuite l'UFC. Est-ce que tu vois déjà, on va dire entre guillemets, un planning? Parce que c'est vrai que là, tu as pris ton temps après le gain du titre. Donc il y aura ce combat en février. Ensuite, tu te vois, je sais pas, faire une pause? Non. C'est toujours un plaisir de combattre. Ok. Je le fais vraiment parce que j'aime bien. Je kiffe. Sinon, après ça, on va vite se relancer. On va tout faire pour partir à l'UFC. Et parce que là, tu as une équipe autour de toi maintenant marketing. Véritablement, attention, c'est l'Empire Mansour Barnaoui. Est-ce que tu dis, vous allez y aller, on va dire pas à pas, mais par exemple, tu vois, aujourd'hui Cyril Gane, il a signé à l'UFC. L'objectif d'Dana White, le président, a dit, c'est de le faire combattre en novembre à l'UFC Paris, novembre 2020. Mais tu vois, c'est petit à petit, il va à l'étranger et tout ça. Toi, est-ce que tu aimerais bien, par exemple, faire tes débuts à l'UFC en France ou au contraire, par exemple, aller en Asie avant? Je fais le début de l'UFC en France. Ok. À Paris, devant la famille, les amis, devant tout le monde. Est-ce qu'on t'en parle déjà de ça? Est-ce que j'imagine, tu vois, avec la légalisation qui arrive, on doit quand même te dire, Mansour, est-ce que tu vas signer à l'UFC? Est-ce que tout ça? C'est ça. En fait, souvent on me dit, il y a l'UFC qui va arriver, il faut que tu sois dedans et que c'est pas normal que je sois pas dedans. Est-ce que ça t'ajoute un petit peu de pression, ça, le fait que maintenant les gens commencent à te dire, Mansour? Ah non, c'est tout le contraire. Ok. Ouais, je me dis, là, je pourrais combattre, donc je peux encore mieux m'amuser. Personnellement, quand je combats à l'étranger, que mon équipe est derrière moi, c'est là où je m'amuse le plus. Et est-ce que t'as, par rapport à ça, le changement avec ce fameux statut monsieur $1 million et tout, il y a eu un changement on va dire, dans la perception qu'ont les gens de toi? Est-ce qu'on te reconnaît plus dans la rue? Ou est-ce qu'au contraire, c'est exactement pareil qu'avant? Le fait déjà du tournoi $1 million, ça a fait beaucoup de bruit déjà. Et avec ça, la presse, grâce à mon équipe qui ont géré tout ça, c'est du monde qui me reconnaît dans la rue. Et dans tes entraînements, est-ce que c'est différent aussi? Est-ce que tu as la possibilité de faire venir des meilleurs sparring partners? Est-ce que tu es plus confortable, entre guillemets, dans ta carrière, sportivement parlant? J'ai toujours été confortable. Moi, je me suis entraîné dans les meilleures salles, au Star, au Tiger, et chez moi, qui a beaucoup de débutants. Ouais. Et je me dis, c'est comme ça que j'ai progressé et que je suis devenu assez bon dans mon domaine. Donc, pourquoi pas continuer? Et donc là, tu as été effectivement au Tailleur Muay Thai récemment. On te voit aussi souvent en story où tu vas aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te dis tu vas partir de France malheureusement parce qu'on serait très triste? Ou au contraire, c'est là, tu en profites de cette période off, entre guillemets, pour, on va dire, gagner de l'expérience ici et là? Non, gagner de l'expérience de partout. Et que ce soit en termes de sport et de travail aussi, essayer d'investir de côté. Ce que j'essaie de faire et c'est pour ça que je me déplace beaucoup. Et voilà. Et donc, contact,
tout pour que ça monte, quoi. Et donc tu commences seulement, on va dire, à entrer dans ton prime, mais pourtant, comme tu l'as dit, tu prépares déjà l'après-carrière. Pour toi, est-ce que c'est hyper important ça? Et surtout, est-ce que ce sont des exemples en fait qui t'avaient dit bon bah ok Mansour, t'as gagné un peu d'argent, il faut déjà que tu prépares la suite? Bah, je pense que oui, il faut préparer la suite. Ça serait bête d'avoir autant de sommes, d'argent et les exploser comme ça. Il faudra travailler tout ça et la seule façon, c'est que le bien placer. Et toutes les personnes, on va dire, qui ont réussi dans le sport ou même dans la musique, quand on fait des interviews, disent que le plus important, c'est l'entourage. Et toi, avec ce $1 million, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues te solliciter que tu connaissais pas du tout. Est-ce que ça a été compliqué de faire le tri et de te dire, bah, soit je vais aller dans cette direction-là, ou je vais aller dans cette direction-là? Bah non, moi c'est plutôt moi qui est parti chercher les personnes. Il y a des personnes qui sont venues, mais c'était pas les bonnes personnes, mais c'est moi qui est parti aller chercher les bonnes personnes et ça m'a réussi. En gros, quand tu vas revenir, tout le monde va pouvoir te regarder. Et par rapport à toute cette notoriété qui arrive, est-ce que tu te dis maintenant, quand tu es en France, tu vas pouvoir construire, on va dire, un super gym? Parce que je sais pas si tu en as les moyens, mais... Ça, c'est ce que je vais faire depuis le début. À la base, avec cette somme-là, le premier truc à quoi j'ai pensé, c'est faire un gym pour tout. Ouais. Et mais c'est compliqué. Ouvrir un gym à Paris, ouais, c'est compliqué. C'est quoi? C'est financièrement, au niveau des autorisations? C'est soit toute petite salle qui coûte ultra cher, soit c'est les salles, c'est pas les bonnes superficies, avec les hauteurs de plafond ou la grandeur carrément. Et voilà. Ou soit l'emplacement. On a envie qu'il y ait la salle Mansour Barnaoui en France, donc c'est toujours un projet ou t'as mis ça de côté? Mansour Barnaoui, c'est plutôt Team Magnum. Mais ouais, on continue à chercher. D'accord, oui, donc le projet c'est quand même de rester en France pour pouvoir construire quelque chose ici. Ah ouais. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que la plupart des athlètes, je sais pas si toi tu l'as remarqué aussi, quand ils réussissent, il y a cette tentation de partir à l'étranger. Surtout si toi tu vas à l'UFC. J'ai fait quelques mois au Tristar. Au Canada, quelques mois en Thaïlande, Tiger, et même dans d'autres pays. Et partir pourquoi en fait? Chercher le niveau? Ouais, exact. Bah, on va dire. Quand je pars là-bas, je me sens bien. Oui. Je suis très bien. Et tout ça, je l'ai gagné ici. D'accord. Donc, je me dis. C'était plus en fait au niveau, moi quand je te disais ça, c'est par exemple quand on voit ce qu'a fait un Francis Ngannou, quand il y a, on va dire, tu deviens une star de l'UFC. Ce que je te souhaite, ce que tout le monde te souhaite, tu deviens une star de l'UFC, forcément, t'as ESPN qui va te demander, t'as les médias qui vont te demander, t'as peut-être 2-3 studios de production hollywoodiens qui vont te demander. Donc forcément, tu vas pas tout le temps faire des allers-retours et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui viennent chercher ça à l'étranger. En fait, ce qui est chiant, c'est que tout ça, c'est dans le monde entier. Donc il y a beaucoup de placements, de placements à faire et c'est ça qui est chiant en fait. Il n'y a pas vraiment de territoire je peux vraiment me poser. Bah après, tu soit ici, je suis comme au Canada, en Thaïlande, à Dubaï et Marrakech aussi, ça tourne. Après, quand ça ouvrira à l'UFC, il y aura peut-être le marché américain qui te tendra les bras. Et quand tu auras l'UFC, est-ce que toi, tu commences déjà à réfléchir? C'est ce que beaucoup de combattants qui vont faire, cette transition, qui vont arriver à l'UFC, réfléchissent aussi à ça, c'est le côté weight cutting. Est-ce que toi, là, tu commences déjà à te préparer à ça? Tu pèses combien là? 70, enfin, là maintenant, 78 kilos. Voilà, et donc, 70. Et voilà, pour combattre en 70, tu sais, tu perds beaucoup de poids en peu de temps, non? Ou tu fais pas ça du tout? Non, moi je pars naturellement. Mais non. Oui, non, mais attention à ce que je mange et... Oh, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est... je veux dire, la plupart des combattants, pas même quasiment tous, tu sais, quand tu vas avoir ta pesée, c'est le vendredi matin? Ouais. Samedi combat. Moi, je suis pas fan de perdre du poids comme ça du jour au lendemain. D'accord. Alors, moi, je prépare un mois avant, et 2 semaines, je commence à faire la procédure pour perdre mon poids, sinon, pas le jour même. Et donc, finalement, entre la pesée et le jour du combat, t'es au même poids, grosso modo? Non, je suis à 4 kilos de plus. À 4 à 5 kilos de plus. Oui, donc tu fais c'est ça. Donc tu fais un petit process de cutting. Et par rapport à ça, quand tu vas aller aux États-Unis, on voit à chaque fois, surtout dans ta catégorie, genre les Habib, Kevin Lee, c'est des mecs qui, eux, ils perdent 10 kilos, tu vois. Enfin, il y a 10 kilos en 36 heures. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu te dis, il va peut-être falloir que je change mon système de fonctionnement? Ok. Non, j'ai déjà affronté des mecs qui faisaient aussi leur méthode avec Habib, Kevin Lee et tout le monde. Ouais. Et ça s'est bien passé. Okay. Et pour l'UFC, ça ne te fait pas peur, on va dire, mais tu as peu une certaine appréhension par rapport à ça? Ah non, du tout. Ok. Moi, j'ai l'habitude je m'entraîne avec beaucoup de mecs de l'UFC et
J'ai pas du tout d'appréhension. Et pour toi, est-ce que ce weight cutting, est-ce que c'est pour toi aujourd'hui le plus gros problème de l'UFC, enfin de l'UFC, du MMA en général, parce qu'on a vu c'était le champion du Titan FC qui lui en fait a perdu par décision, avait fait un gros weight cutting qui s'était mal passé, et aujourd'hui sa carrière est terminée, il est tout simplement paralysé d'une partie de son corps. Est-ce que pour toi, ce weight cutting c'est vraiment le gros problème actuel de MMA? C'est sûr que c'est pas bon pour le corps. Et tout ce qui est pas bon pour le corps, c'est que ça pose un problème. Et après, si c'est le problème du MMA, non, mais c'est bête. C'est bête de faire ça, et pourquoi? En fait, t'abîmes ton corps. Si ton corps sera abîmé, logiquement, c'est que au combat, il y a moins d'énergie. Et tu comprends cette logique, toi, du weight cutting, du fait que les mecs se disent on va perdre plein de poids, au contraire de faire comme ce que toi tu fais, de faire ça intelligemment sur un mois? Sur un mois? Ouais. Enfin, en gros. Moi, je fais ça, et je pense que c'est mieux comme ça. Ouais. C'est plus sain, c'est moins dangereux. Et dans ton organisation aussi, donc l'EuroDFC, il y a les combats sportivement hyper intéressants, aussi ce qu'on appelle des freak shows, tu vois, un peu à l'époque du Pride. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, du fait que dans ton organisation, ils fassent aussi bien du côté sportif que du 100% show? Après, le show, il a toujours existé. Et je pense que c'est assez bien quand même, mais il faut avoir du show et savoir assurer. Exactement. Et donc là, ça y est, Mansour Barnaoui avec sa super victoire. C'était quoi? C'était par genou sauté? C'est ça, quand t'avais remporté le Revel? Genou. Et donc ça, c'est ce qui avait vraiment fait le tour de la palette. Là, t'apportes le show et donc, on va dire tout ce que tu gagnes maintenant. Quand est-ce que t'as fait le switch, toi, on va dire, entre un début de carrière où c'était vraiment fou et aujourd'hui où t'es vraiment devenu une machine? Partout dans le monde, les gens te considèrent aujourd'hui comme déjà un top hors de l'UFC. Quand tu dis foufou, c'est quoi? On va dire, avant, tu manquais un petit peu de rigueur quand tu faisais tes combats, alors qu'aujourd'hui... Avant, j'étais, voilà. La personne était devant moi, c'était droit devant et je recule pas, c'était ça. Et après, j'ai appris que reculer, c'était pas perdant, quoi. On peut être fort et reculer. Et oui, donc là, il y avait un tournoi qui était super important. D'ailleurs, dans ce tournoi-là, il y avait des dur à prendre parce que j'avais une position entre l'UFC, le UFC et le UFC. Et voilà, on s'est dit, quand on a entendu $1 million pour le tournoi, c'est ce qu'il y avait de plus. On s'est dit, vas-y, et on était sûr, on était chaud. Et là, pour ça, on s'est dit, ok, mais par contre, il faut prendre aucun risque. Donc, c'était de pas rentrer dans la tête en première et jauger à distance, faire attention au combat, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait refuser l'UFC? Parce que quand même, il y a cette perspective du tournoi $1 million, mais l'UFC, pour toi, j'imagine que depuis que tu as commencé en pro, c'est ce qui te faisait rêver. Moi, je côtoie beaucoup de personnes qui sont à l'UFC, et même ceux qui ont arrêté de l'UFC. La plupart, c'est qu'ils partent à l'UFC, ils sont bien et tout, mais quand ils sortent, ils n'ont rien. Je voulais juste assurer la sécurité et faire ce tournoi-là, gagner, et après aller chercher le buzz. Et quand tu dis que les gens, quand ils quittent l'UFC, ils se retrouvent sans rien, c'est tu parles de ça financièrement ou le fait que l'UFC, du jour au lendemain, ils peuvent te cut comme ça sans prévenir? Ah ouais, mais l'UFC, des Français l'ont déjà fait. Ils ont déjà sorti de l'UFC comme ça, sans prévenir, alors que c'était des vainqueurs. En fait, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. Et pour toi, quand tu arrives à l'UFC, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont te garder? Le spectacle au combat. J'ai un style de combat qui plaît aux gens. Et je pense que c'est ça qui fera en sorte qu'ils me gardent vraiment. Est-ce que toi, là, déjà, tu te dis, ok, j'arrive à l'UFC, j'aimerais bien combattre ce mec-là? Ouais, déjà, là, je vais peut-être affronter Shamil, qui est cousin de pas Khabib, mais Islam Makhachev? Islam, ouais. Aussi, qui fait que la stratégie, c'est de gagner contre Shamil, prendre Islam. D'accord. Et après, Khabib. La famille, on verra. Ah oui, d'accord. Et Khabib, ouais. D'ailleurs, il est au Tristar en ce moment. Exactement. Il est au Tristar. Est-ce que vous êtes vus? Non, je voulais y aller, mais mon coach m'a dit non, m'a déconseillé. D'accord. En gros, il veut pas qu'il me jauge, qu'il voit comme je suis. Et si demain je pars à l'UFC et que ça se passe bien, je risque de l'affronter. Beaucoup même. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que je leur affronte. Les Français, même les Canadiens. Mais complètement, parce que c'est vrai que c'est deux combats où à chaque fois ça s'est joué. C'était à la décision et ça s'est joué à pas beaucoup. Ouais. Et depuis, on va dire,
t'as fait énormément de progrès. Eux aussi, mais on va dire, toi, c'est vraiment criant. Et par rapport à ça, est-ce que t'as regardé le dernier combat de Kevin Lee à l'UFC? Le KO? Ouais, exactement. J'en étais barré, ouais. Ok, et tu l'as regardé ou pas? Carrément, il y a des gens qui m'identifient aussi sur les vidéos. Et non, bien, hein. Joli, hein. Ouais, et quand tu vas au Tristar Gym, parce que par exemple j'avais parlé à Kevin Lee, il m'a dit ce qui est impressionnant au Tristar, c'est ok, il y a Firas Zabi, mais il y a aussi Georges Saint-Pierre où tu peux lui parler, il t'enseigne énormément, c'est presque le head coach bis. Est-ce que toi, quand tu es là-bas, tu ressens ça aussi, le fait d'avoir Firas Zabi d'un côté, mais aussi Georges Saint-Pierre qui t'apporte énormément? Moi, c'est plus le fait que c'est un club qui est un des meilleurs clubs au monde, ça veut dire que les meilleures personnes en général viennent dans ce club-là et qu'il y a du choix, quoi. On peut tourner. Après, oui, Firas Zabi, il montre des techniques un peu atypiques à lui qui sont assez propres techniques et assez bien. Ouais. Et Georges, ouais, tu peux lui parler normal. Bah, moi, je m'entraîne avec lui. Je l'ai aidé pour son entraînement contre le combat Bisping. Ouais. Et quand tu as été au Tiger Muay Thai, c'était là aussi ce que tu recherchais, c'est la possibilité d'avoir un panel de sparring hyper important. C'est plutôt avoir beaucoup de sparring, beaucoup de têtes et des gens plusieurs styles de combattants en fait. C'est ça. Chercher le style de combattant. C'est ce que ton manager me disait. Il me disait en sparring, c'est hyper impressionnant parce que Mansour, il s'arrête jamais. Il boit pas, il se repose pas. Ah, c'est ça. Juste le fait de s'entraîner, de pas boire et de pas s'arrêter, ça fait peur aux gens. La personne qui est devant lui va dire ok, le mec qui s'entraîne H24, il a pas pris une pause. C'est pas comme si j'étais frais et je revenais. Donc il va se dire ah ouais, il veut continuer. Moi personnellement, j'aurais plus peur d'une personne comme ça qu'un mec qui se pose et qui revient, qui pose. Donc voilà, je fais en sorte, même au combat quand je combat, je m'assois pas. Je fais en sorte de rester debout, c'est la personne, mon adversaire qui s'assoit. Donc déjà oui, tu te prépares en fait à te mettre en situation de combat. Ça après plusieurs. Et on m'a aussi dit que Mansour Barnaoui, quand on est en sparring, on va dire si moi je vais un peu plus fort, toi tu vas y aller aussi un peu plus fort. Et monsieur, on va dire, n'a pas de marche arrière. Ouais, après celui qui dit ça, c'est vrai. Mais ouais, moi je m'adapte à la personne. C'est pour ça que je pense avec beaucoup de débutants en ma salle, je tourne comme eux. Après, s'ils commencent à appuyer, je vais appuyer. Je vais au même degré. On m'a dit qu'il y avait aussi ça avec les professionnels et que justement pour toi, ça devient presque compliqué de te trouver des sparring parce que t'es un peu une terreur des gyms. Ouais, est-ce que t'es ça? Je sais pas, on m'a dit, on m'a dit ça. C'est vrai. Que voilà, que quand ils veulent partir plus loin, bah, je peux partir plus loin et voilà, ils ont intérêt à suivre le cardio cette fois-ci. Et jusqu'à maintenant, est-ce que ça, cette approche, toi, c'est vraiment quelque chose qui te permet à chaque fois de te dépasser aux entraînements? Ouais, parce que je fais pas 2 entraînements par jour. Moi, je suis pas comme les autres professionnels en général qui s'entraînent 2 à 3 fois par jour. Moi, je m'entraîne 1 fois par jour et même avec préparation parfois. Okay. Mais par contre, le jour où je vais m'entraîner, ça va être intense. C'est intense. Et quels sont les ajustements en particulier où toi tu te dis là faut que je travaille pour on va dire le prochain combat au RODFC mais surtout pour l'UFC? Tout. Faut toujours tout travailler. Ok. On n'est jamais acquis de technique, de perfection. Il faut toujours refaire la même répétition, la même chose, quoi. Mais après, moi, je te disais ça parce qu'aujourd'hui, je sais que tu regardes pas spécialement les combattants ou les combats. Par exemple, avec ce que fait Israël Adesanya aujourd'hui, toute cette technique du mouvement que Cyril Gane fait aussi très bien, est-ce que toi, en fait, tu essayes de t'inspirer de ce que eux font pour te dire, ok, pour contrer les lutteurs, je vais faire en sorte de ne pas avoir à défendre le takedown pour avoir déjà les déplacements qui font que le mec va même pas essayer ou quand il va essayer, je l'aurai déjà touché. Ouais, je travaille ça, de gêner les personnes, de faire en sorte qu'ils vont pas dans ce domaine-là. C'est tout bête quand un lutteur, moi je suis un boxeur, pour le faire peur, je fais mettre des uppercuts ou des genoux. À répétition, même si je le touche pas, pour lui montrer que c'est là. En faisant ça, il va pas être jeté dessus, je pense. Et pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la Team Magnum n'a rien à envier à tous les plus grands gyms du monde? L'ambiance. L'ambiance de notre salle. Okay. Faut venir et vous allez voir, on n'est pas comme les autres salles où il y a plusieurs clans, où ça parle pas de nous, on se parle tous, on se dit tous bonjour. Les débutants s'entraînent avec les confirmés. Il n'y a pas de t'es trop faible, il n'y a pas d'ego et ouais, ça tourne.
On met une petite musique et tout le monde y va. Et toi, tu disais justement que tu allais à l'étranger pour aller chercher ces sparring partners de qualité. Est-ce que c'est compliqué, au contraire, d'en faire venir jusqu'à toi à Team Magnum? J'ai jamais vraiment voulu faire. Si, mon coach a parfois des grosses sessions de préparation de combat et mon coach Aziz le ramène dans la salle. Sinon, si on veut quelque chose, il faut aller chercher. Et là, gros retour en arrière. Parce qu'aujourd'hui, ça y est, tu l'as fait. Chaque fois que je parle de toi, Mansour, c'est ah ouais, il a touché le gros lot avec le fameux $1 million. Quand est-ce que toi, tu as eu ce déclic de te dire je peux passer professionnel? Je me suis jamais vraiment dit ça. Et même maintenant encore. Ok. Je me dis, j'ai commencé, ça marche, et j'essaie de voir ce qu'il faut pour marcher encore mieux. Mais voilà, après, tu sais, un combat, tout peut s'arrêter. Mais quand tu dis tout peut s'arrêter, c'est pas une défaite quand même. Enfin, c'est dans le sens tu penses déjà à te dire peut-être que je vais me prendre un genou ou quelque chose comme ça, non? C'est quoi quand tu dis tout peut s'arrêter? C'est qu'il se peut que je me blesse ou je peux plus faire le sport. Et la plupart des combattants combattent justement un peu blessés, mais ils disent à chaque fois je suis dans la forme de ma vie, patati patata. Est-ce que toi c'était déjà arrivé d'aller à un combat et d'être blessé? Plusieurs fois. Parce que tu peux nous donner alors quelques anecdotes par rapport à ça? Quel moment exactement où c'était chaud? C'était une blessure à la cheville. Le premier combat que j'ai fait de MMA, c'était à Dubaï. Et j'étais blessé. D'accord. Ouais. Ils m'avaient appelé à la dernière minute, ce qui fait qu'on a pris l'avion. J'avais un problème de visa. Donc quand ils m'ont pris mes billets, c'était vraiment l'heure qui suivait. On a dû cavaler, courir. Je me suis tordu la cheville à l'aéroport en courant. Et voilà, au combat, ma cheville était gonflée, mais d'accord. C'est bien passé. Quand on est au combat, que le premier coup est lancé, on oublie toutes les blessures. et par rapport à ça, ce côté quand tu es justement dans le combat et que tu arrives, par exemple, à faire un KO comme lors de la finale du tournoi, les combattants disent c'est le plus beau sentiment qu'on puisse ressentir. Est-ce que toi, tu confirmes ça? Quand tu mets un KO. Non, pour moi, c'est pendant le combat. D'accord. C'est pendant le combat que je kiffe et pas quand c'est fini. D'accord, parce que dans le combat... Je me dis c'est fini. Voilà. Mais dans le combat, c'est... Après, on va dire que je suis un peu bizarre, mais le fait de taper la personne et que la personne puisse répondre et trouver des solutions pour... C'est pendant, en fait. Oui, parce que t'aimes bien, c'est ça, t'aimes bien le challenge et c'est un peu ce que tu fais dans le côté où tu t'arrêtes jamais, où toi, finalement, tu dis, c'est cool, il y a du répondant. Et moi, plus la personne est forte, plus la personne me bloque ou fait quelque chose, et plus je me dis, et là, j'ai le sourire qui vient, et je me dis, Et bon. Après, moi, je suis comme ça naturellement, je suis pas le genre de mec que quand je gagne, je vais sauter partout. Mais, sans plus. J'étais plus à me dire, ce qui va se réveiller, en fait. D'accord. Et l'importance d'être bien dans la tête, est-ce que là aussi tu fais un travail spécifique? Parce que je te dis, t'es vraiment une terreur. Tout le monde a peur de toi, Mansour. Donc est-ce que t'as fait un travail spécifique pour dire, ok, maintenant j'y vais, je déchire tout le monde? Non. Après, c'est dans le mental. C'est la façon comment on s'y prend, de pas... Moi, personnellement, j'essaie de ressembler à la personne qui peut faire peur aux gens. Enfin, peur aux gens, aux combattants. Ouais, bien sûr. Aux combattants. Et je me dis, ok, si je vois une personne qui parle pas, qui même que je vois qu'il y a pas du tout stress, qu'il y a rien, je me dis, ok, ce truc-là est dangereux. J'essaie de faire en sorte que je sois cette personne-là et que la personne se dise ça. Parce que ça crée effectivement énormément de mystère. On voit que le mystère, c'est ça. Le mystère, ça fait gigoter dans la tête de la personne. Donc si ça fait gigoter, elle va réfléchir, la personne. Et au combat, il faut pas trop réfléchir. Quand on réfléchit, on perd un peu du temps. Mais quand on voit ce que faisait Fedor ou même Khabib aujourd'hui, ils ont déjà un énorme impact, on va dire, mental sur l'adversaire parce qu'il se dit, le gars, il a une gueule complètement froide avant de m'affronter. Il a jamais perdu, je vais me faire exploser. Est-ce que toi, quand tu vas affronter Khabib, c'est tout ce que je te souhaite, comment est-ce que tu vas faire pour pas avoir ça et pour pas perdre avant d'avoir débuté le combat, mais qu'il n'y ait pas cet avantage psychologique? Moi, les Russes, j'ai l'habitude de faire des combats avec des Russes. Monsieur à la ceinture du M1. Aussi, ouais. Et quand je me mets devant un Russe, il est froid, je reste froid. Et même, carrément, je peux même faire le con, genre je suis à la pesée, je m'en fous, juste pour dire que des tout petits signes comme ça, après c'est psychologique. Bien sûr. Tout petit signe, ça peut le faire réfléchir. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a eu un moment où il y a eu une pesée où toi, tu as été
pris d'un doute? Tu t'es dit, oula, ça risque d'être compliqué face à ce Jamais. mec-là? D'accord. Jamais. Parce qu'on a pu voir, c'était lors de ton dernier combat justement, ton adversaire lui a un petit peu fait le show, il a pu voir que toi tu rigolais pas tellement. Est-ce que toi quand t'as fait ça, t'étais à 100% dans le fun ou au contraire tu t'es dit il faut que je marque aussi mon territoire? Moi j'étais dans le fun et je me suis dit en fait c'est ça que je me suis dit. Il fait les rigolos là, j'espère juste qu'il fera le rigolo dans la cage. Que ce qu'il fait là il pourra le faire dans la cage. Et voilà, mais moi non, ça m'a pas touché. En fait ça m'a plus touché de façon, pas moi personnellement, mais le fait que mes amis croyaient que qu'il m'a vraiment cherché, vraiment, c'était vraiment chaud. Et là, ça m'a ouvert les yeux et là, je me suis dit, ok, je vais pas lui donner une chance. Et finalement, bon, ça n'a pas duré très longtemps pour ce champion qui a donc perdu la ceinture. Et donc là, ça y est, monsieur a tout fait. Donc les 3 ceintures. Là maintenant, on voit le message. Enfin, toi, c'est clair, il y a eu un changement entre la première interview on avait fait qui était mon objectif, moi aujourd'hui, c'est l'argent et puis, mon objectif, c'est de bien gagner ma vie et de continuer à collecter les ceintures. Maintenant, c'est clair, c'est l'UFC pour toi. Qu'est-ce qui t'a fait basculer de je vais pouvoir faire un tour, pourquoi pas au NFC Bellator, à maintenant c'est l'UFC? On a cherché la sécurité et maintenant on cherche de quoi avoir des plus gros contrats. Les plus gros contrats maintenant, c'est avoir plus en plus de followers sur Instagram et c'est pour ça que Charles était là. Et voilà, plus on te connaît, plus ton contrat vaut cher, enfin plus on vaut cher, et plus le contrat. Est-ce que ça te fait pas un petit peu, on va dire, une appréhension? Parce que peur, non, on n'a pas peur. Une certaine appréhension, parce qu'on voit, tu vois, au Road FC, quand t'as le tournoi, finalement, t'as juste à gagner et tu sais que tu vas avoir. Non, t'as juste à gagner. Faut gagner, mais tu vas avoir ce $1 million. À l'UFC, on voit justement que si t'es pas une star, tu peux attendre très longtemps ton title shot. Même si je fais des petits combats, tant que la personne c'est une grosse tête, je le fais. Et après c'est à moi de faire en sorte de me faire repérer. Est-ce que tu te dis, il va peut-être falloir aussi montrer ses muscles lors des négociations, parce qu'on voit, il y a plein d'exemples de combattants, ils les envoient à droite à gauche contre des gars, et puis c'est un peu sans fin jusqu'à ce que le gars puisse avoir son title shot. Je pense par exemple à Kamaru Usman, qui a dû attendre un certain temps avant d'avoir son title shot. Khabib aussi, il a dû attendre très longtemps avant de l'avoir, ça y est, maintenant c'est une star. Et toi, tu pourrais te retrouver dans une situation comme ça. Khabib, en fait, c'est le genre de personne où les autres qui sont gagnés, mais pas spectaculaires. C'est des combats qui vont en général limite du temps, jusqu'à la limite, et c'est souvent par décision. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent que des combats, je pense, à la Israël, à la John Jones, tout ça, même des gens qui percutent, quoi. Et donc tu parles d'Israël et Adesanya, ça y est, Mansour Barnaoui mentionne un combattant très actif dans... Ah non, mais lui j'ai vu ses combats bien. Et donc, qu'est-ce qui t'impressionne finalement chez lui? Son strike, sa façon de combattre, c'est la façon de combattre. T'as mentionné Israël Adesanya, est-ce qu'il y a un autre combattant qui t'impressionne sur cette année ou sur les derniers mois? Israël est celui qui va peut-être confronter Khabib. Tony Ferguson? Ouais. Ok. Ferguson. D'accord. Qu'est-ce que t'aimes bien chez lui? La pression. D'accord. La pression qu'il met à l'adversaire et ses techniques aussi. Quand il envoie ses jabs, c'est pas n'importe comment. Il va au bon moment aussi. Voilà, bon timing. C'est ça. Et pour toi, est-ce que le combat, c'est le combat que tout le monde attend, c'est les deux mecs qui ont le record de victoires consécutives dans la catégorie, deux des meilleurs lightweight de l'histoire. Tu vois le combat pas se dérouler comment, mais toi, si tu veux mettre une pièce sur un des gars, tu dirais qui? Je vois bien Ferguson. Ouais. D'accord. Ferguson. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il... Au dernier combat que j'ai vu, par rapport au combat de Khabib, c'est qu'il envoie et il se démerde très bien en lutte aussi. Ouais. Exactement. Ouais. Après, Khabib, il se démerde bien en lutte aussi, et sa spécialité, c'est bloquer et taper à Khabib. Donc, je ne sais pas s'il bloque, s'il pourra sortir ou pas. Après, je pense que Ferguson, niveau cardio, il est présent aussi. Et s'il l'emporte, il mettrait un petit peu en l'air tes plans d'affronter Khabib pour la ceinture. Toi, ce serait plus important d'affronter Khabib, le combattant, ou alors de prendre la ceinture directement? La ceinture. Donc ce sera contre Tony Ferguson. Pourquoi pas. Et voilà, 2021, Mansour Barnaoui contre Tony Ferguson. Merci beaucoup, Mansour. Merci à toi. Soit.